Industrial Nation, bienvenue sur Industrial Growth. Vous êtes sur le podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Pellerin. François, bienvenue. Bonjour à tous. François, comment je peux te présenter? J'ai regardé un peu ton CV, j'ai regardé ton LinkedIn. Je ne sais pas par quel bout prendre le sujet. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, j'ai un parcours un peu atypique peut-être. Alors, j'ai commencé par être chercheur. J'ai fait des tas de trucs, puis je suis redevenu chercheur. J'ai commencé par être chercheur dans les sciences dures, physique des surfaces, enfin de la physique, quoi. Et puis après, je suis parti dans l'industrie, j'étais au CNRS, et puis après, j'ai quitté le CNRS pour aller dans l'industrie. J'ai fait du marketing pour des instruments scientifiques. Ensuite, j'ai rejoint Turbomeca, donc Safran Helicopter Engines aujourd'hui dans le sud-ouest, qui, qui, qui est le leader mondial pour les turbines pour hélicoptères, qui est localisé à côté de Pau et à Tarnos et dans le monde entier. Dans le sud-ouest, donc. Là, je suis rentré par la R&D, puisque j'étais scientifique, je suis arrivé par la recherche et développement. Et puis, au bout de 10 ans de matériaux pour les turbines à gaz, je suis devenu directeur d'établissement de Borde, c'est le siège social, 2600 salariés. Et là, le grand projet de la dizaine d'années que j'ai passé comme directeur d'établissement, c'était de refaire le site, qui est devenu, en tout cas pour Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, un prototype d'usine du futur. D'accord. En 2010, on a fini ce projet. J'ai décidé de quitter Turbomeca. Ravi d'avoir participé à ce projet, évidemment, très fier, et désespéré du management dans les grands groupes. Euh, et donc, en fait, cette frustration de découvrir après coup que je n'avais pas pu réaliser ce que j'aurais voulu faire en tant que manager, c'est un peu le fil conducteur de la suite. Alors, bon, il reste un peu de techno quand même. C'est-à-dire qu'après, donc j'étais consultant à mon compte. J'ai animé le programme Usine du futur de la région Nouvelle-Aquitaine pendant 5 ans. Programme qui accompagne les PME et les ETI du territoire à se transformer et à se numériser. Et évidemment, comme je viens de le dire, j'y ai mis au moins autant de management et d'organisation que de technologie, pour les raisons que nous venons d'évoquer. Ça a duré 5 ans et après, donc aujourd'hui, il y a quand même 700 boîtes dans le programme en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des programmes un peu partout dans toutes les régions en France. Depuis 2 ans, j'ai rejoint une chaire de recherche à Mines ParisTech sur le futur de l'industrie et du travail. Et on a fait tout un travail dont on va parler et pondu un bouquin sur comment les entreprises gèrent les compétences et s'organisent aujourd'hui dans ce contexte de l'industrie du futur. Voilà. Ok. Super parcours. Bon, on est là pour parler justement d'industrie du futur. Moi, ce qui m'avait interpellé, ce qui m'avait amené à t'inviter justement, c'est que quand on parle d'industrie du futur, aujourd'hui, c'est beaucoup pour parler de technologie. Ouais, alors c'est beaucoup pour parler de technologie, bien sûr. On parle quand même de plus en plus d'organisation, de compétences, etc. Parce qu'on va en parler longuement, l'organisation est un point clé. Et la façon dont on met les hommes dans le processus finalement de construction de l'industrie du futur, c'est un paramètre très important. En fait, on s'aperçoit c'est connu depuis 40 ans maintenant, il y a eu de nombreuses études qui montrent que 70% des projets de transformation au sens large échouent. Et ils échouent tous pour la même raison, parce que par exemple, quand on veut faire un projet de transformation numérique, on ne s'occupe que de la transformation numérique. Et on oublie qu'il y a des hommes, que ces hommes, il faut les associer et les convaincre, ou les convaincre et les associer, je ne sais pas. C'est un peu les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu le cœur du bouquin. Donc,
oui, dans l'industrie du futur, on prend en compte ce paramètre de plus en plus, mais c'est progressif. Et alors, en France, on a une appétence très forte pour la technologie aussi, hein. Mm. Donc, voilà, il faut remettre un peu de l'humain et de l'organisation dans tout ça. Bah, en fait, on rentre même par la technologie. Très souvent, quand on parle de transformation, enfin, moi, ce que j'ai observé chez les gens avec qui je discute maintenant depuis quelques années, transformation numérique, c'est souvent, on commence par l'ERP. Enfin, je prends des exemples très concrets, hein. On va déployer un ERP qui va coûter 400 000 euros. On déploie un CRM et puis au bout de 3 ans de déploiement, parce que ça prend toujours des plombs à déployer, on s'aperçoit que personne dans l'entreprise l'utilise, quoi. C'est à Et peu du coup, près ça rejoint ça. ce que tu viens de dire, quoi. C'est qu'on met en place de grands changements, de gros projets basés sur la techno, sur le numérique. Mais malheureusement, derrière, on a oublié un petit peu les bonhommes en cours de route, quoi. Ouais, ouais. Et alors, bon, l'exemple de l'ERP est intéressant. Les gros systèmes de ERP, aujourd'hui, il y a une transformation qui est en cours parce que il y a eu tellement de difficultés et d'échecs à ce niveau-là que on voit le modèle de l'ERP qui change avec des investissements plus réduits dans des systèmes plus petits et plus souples plutôt que d'investir dans des gros systèmes. Voilà. Ok, alors on est là pour parler un peu d'un ouvrage que tu viens Alors, tu l'as co-rédigé, tu es pas tout seul hein, dessus, c'est ça? Oui, donc on l'a co-rédigé en fait. Il est sorti en octobre dernier. Il Ouais. s'appelle Organisation et compétences dans l'usine du futur vers un design du travail. On va parler un peu de qu'est-ce que c'est que cette bête-là. On l'a co-signé avec Marie-Laure Caillé, D'accord. euh, qui est qui a un profil complémentaire du mien. Elle vient du monde de l'édition. Elle a dirigé les éditions d'Uno au niveau du management pendant des années, et donc c'est une plume en quelque sorte. Mais elle Ok. s'intéresse beaucoup à la technologie. Elle travaille beaucoup aussi pour la fabrique de l'industrie, parce que D'accord, ouais. la fabrique de l'industrie est un des sponsors de la chaire, hein, le think tank sur l'industrie. Ok. Donc, l'ouvrage, l'idée, moi, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est une étude qui est basée quand même sur des témoignages. C'est-à-dire que vous êtes allé volontairement chercher les témoignages et la participation d'industriels que vous avez identifiés ou qui se sont manifestés. Tu me dis si je dis une Oui, bêtise. oui, tout à fait. Et du coup, vous êtes En allé fait, chercher. on les a identifiés, en fait. D'accord. Ok. Et du coup, vous les avez identifiés comment? Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, donc d'une part, donc j'étais aux commandes jusqu'à changer, venir au niveau de la chaire. J'étais à l'animation du programme Usine du futur de la région. Donc déjà, j'avais pas mal de contacts en région avec des entreprises industrielles. Et puis depuis 6 ou 7 ans, je fais une veille régulière sur tous ces sujets, je fais une newsletter, etc. Donc, j'ai une bonne connaissance de ce qui se fait dans le milieu de usines du futur, industrie 4.0. D'accord. Et aussi du management pour les raisons dont on a parlé. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, je voyais passer des articles sur un certain nombre de boîtes. L'autre source, c'est tu sais que peut-être il y a un organisme, une association qui pilote le programme Industrie du futur qui s'appelle l'Alliance pour l'industrie Mm. du futur. Ouais, Et ok. cette alliance, elle labellise des vitrines de l'industrie du futur. Il y en a aujourd'hui, je crois, 75 ou 80. Et donc, il y a un bouquin qui a été édité avec toutes ces vitrines. Et donc, on a un peu été piocher là-dedans pour regarder celle qui s'intéressait pas qu'à la technologie, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, Très ouais, spécifique. justement, Ok. justement. Donc, alors, il y a un mélange dans ces boîtes, il y a un mélange de tout. Il y a une présélection qui est faite par entretien au téléphone, et puis quand on voit que ça accroche et qu'il y a vraiment des choses intéressantes à discuter, on se déplace en général. D'accord. On, voilà, donc on a une quinzaine de boîtes dans le panel, depuis une boîte de 12 personnes jusqu'au groupe Michelin qui en fait 110 000, tu vois, c'est assez large. C'est des entreprises industrielles euh, et tout secteur d'activité. Et alors, quel était ton objectif en fait en allant voir ces entreprises-là, en les sélectionnant? Le but, c'était quoi? Bah, le but, c'était justement que le diagnostic, c'était quand on démarre un projet de transformation, on s'occupe de technologie, puis après ça, on s'aperçoit que, ah ben zut, alors il y a l'organisation, les compétences et tout ça. Et, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit au début sur les échecs de transformation. Et donc,
on a essayé de trouver plutôt des exemples positifs, intéressants, de transformation réussie et de regarder un peu les ingrédients qu'il y avait derrière. Ok. Voilà. Donc, des transformations réussies. Donc, du coup, si on avance dans le, dans le sujet, c'est quoi c'est Bah, quoi une transformation réussie de ton point de vue? alors, une transformation réussie, c'est une transformation où l'acquisition en finale des technologies s'est bien réalisée. D'accord. Accessoirement, accessoirement, il y a un autre paramètre très important, c'est la motivation et l'engagement des salariés. Moi, j'ai mon petit indicateur. Quand je me balade dans un atelier, je vais toujours visiter les ateliers. Hein, euh, bien sûr, je ne vais pas voir que le dirigeant. Et quand je visite un atelier, je regarde l'attitude corporelle des salariés. Est-ce qu'ils regardent leur godasse? Est-ce qu'ils sont neutres et indifférents? Ou est-ce qu'ils te sourient et te serrent la main? Enfin, ils te serraient la main hein, aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est un excellent indicateur qualitatif de l'ambiance dans la boîte. D'accord. C'est-à-dire qu'en tant que visiteur, quand tu visites l'atelier, tu regardes comment réagissent par Ouais, rapport à toi les salariés. Et ceux qui viennent vers toi, ça t'indique que, en gros, c'est des gens qui ont l'air plutôt bien dans leur basket et bien à leur poste, quoi. voilà, en gros, tu te fais une opinion sur l'ambiance dans la boîte et c'est au moins aussi important que de réussir les projets de transformation parce que ça indique que les employés de la boîte ou qui sont souriants et ouverts, ils sont bien dans leur basket et on sait bien que s'ils sont bien dans leur basket, la boîte se porte mieux. Il n'y a rien à faire. Hein. Si les gens traînent la savate, c'est pas terrible. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur cette expérience, sur ces entreprises que tu as visitées? Parce que du coup, ça fait beaucoup de boîtes. J'imagine que tu as dû rencontrer, visiter beaucoup d'ateliers ou que tu as dû évaluer avec ton indicateur. Comment qu'est-ce qui t'a le plus frappé et qu'est-ce que tu as retenu un peu de tout ça? Si tu veux, pour être extrêmement concret, je voudrais parler d'un exemple. Oui, Hein, puisque bon, c'est un peu pour fixer les idées, ça rend les choses plus concrètes. Si on peut prendre 5-10 minutes, c'est c'est une intéressant. bonne idée. C'est une boîte qui s'appelle Sori, qui est en Isère, qui fabrique des servantes d'atelier. Tu vois ce que c'est les servantes Ouais, tout d'atelier? à C'est fait, ouais. la caisse sur roulette pour mettre les outils. Ouais, Donc ils font de la tôle, c'est fait en tôle, et donc il, dans les années 90, il y avait une trentaine de boîtes en France qui étaient des concurrents de Sori. Et aujourd'hui, il n'y a plus que Sori qui est là. Alors déjà, ça c'est intéressant. Il faut aller voir pourquoi ils ont réussi à résister et qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, bah, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, la concurrence chinoise directe, hein, c'est pas un scoop. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment ils s'en sont sortis. Alors, d'abord, il y a deux mots importants, agilité et compétitivité. Hein, c'est deux mots importants. Pourquoi agilité et compétitivité? Qu'est-ce que c'est que l'agilité? Les servants d'atelier, c'est un marché saisonnier. Donc, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent en partie, que ce soit pro, perso, je vois bien, c'est Noël. Hein. Bon, pro, je vois moins, mais enfin, bref, ça se vend en novembre et décembre. Donc en mars, si tu commandes en Chine, en mars, tu passes ta commande en Chine. En juin, elle est prête, elle prend le bateau, il faut 45 jours, elle arrive en septembre euh, en Europe, elle passe chez le grossiste et ça arrive dans ta grande surface de bricolage en novembre. Bon. Tu as commandé des 5, des 7 et des 9 tiroirs et des rouges, des bleus et des verts et évidemment, les bleus ne se vendent pas et les 7 tiroirs non plus. Donc tu te retrouves avec plein de servantes d'atelier dont tu ne sais que faire, que tu es obligé de brader au début de l'année suivante et pour refaire un nouveau signe de commande en mars chez les Chinois. Alors on voit bien qu'il y a un problème. Mm. Et donc en fait, il faut arriver à réduire considérablement ces délais et en fait, Sori l'a réalisé en faisant des cellules robotisées. Hein, les outils, c'est une plieuse numérique, c'est un engin piloté par un système numérique qui permet de plier la tôle. D'accord. Et la tôle, en standard, elle est présentée par un opérateur. Euh, eh bien, on remplace cet opérateur et on va voir qu'il ne disparaît pas. On remplace cet opérateur par un robot, on met le tout dans un système encagé et le robot alimente
la plieuse. Appuyeuse. Donc ça permet de considérablement réduire les délais, d'être extrêmement flexible. Finalement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Sorry est capable de livrer en quelques semaines. D'accord. Et donc tu peux même pendant la période de promotion réapprovisionner certaines servantes pour la fin de la promotion, ce qui n'est pas possible avec un cycle vers les Chinois. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point très intéressant, les opérateurs de production qui s'appellent secoueurs de tôle. Hein, parce qu'en gros, il faut Ouais, ouais, décoller la tôle qui est ouais, au-dessus. des plis, là. Euh, voilà. Et bien, ils n'ont pas été licenciés. Et ils sont devenus programmeurs, tiens-toi bien, de la cellule robotisée. Alors, comment on fait ça? C'est des gars qui n'ont pas le CAP. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est des professions non qualifiées. Ça doit C'est être totalement non spécialisé, ouais. qualifié. Ouais. La blague dans l'atelier, c'est notre diplôme, c'est CRAP. Donc, Je connais. Je connais ça. ils n'ont aucun diplôme. Il les a envoyés se former. Alors, ils utilisent en fait un jumeau numérique, c'est-à-dire un système numérique virtuel qui comprend la plieuse et le robot. C'est un jeu vidéo. Ok. Ouais, ouais. Et l'opérateur, en fait, il décrit les mouvements à réaliser sur ce jeu vidéo et il ne tape pas une ligne de code, c'est le jumeau numérique qui crache le code pour la cellule. D'accord. Donc, on Donc a tu peux, développé une c'est interface. extrêmement, ouais, quelque chose dont on reviendra quand on parlera de design du travail, très important. On a une pénurie de compétences. Les outils numériques de haut niveau permettent d'utiliser des compétences de relativement bas niveau pour faire des tâches de haut niveau. Enfin, en tout cas, c'est une Ouais. tendance intéressante à suivre. Donc, ça permet de combler ce gap des compétences plutôt que d'aller chercher à former des gens qui Ouais, codent, qui soient capables de programmer des robots. On prend les opérateurs, en plus, ça évite de les mettre au chômage pour le coup, ce qui est ouais, quand même pas mal. On les valorise aussi quelque part parce que l'opérateur, il passe d'un boulot où on secouait des tôles à un boulot où il programme des robots, quoi. C'est quand même pas la exact, même chose. exact. Alors je ne dis pas, et le patron de l'entreprise ne dit pas non plus, que n'importe qui est capable de faire Mm. ça. Euh, Tu peux ne pas avoir un CAP parce que tu as loupé tes études, Mm. mais être bien câblé dans ta tête. Tu comprends ce que je veux dire? Et C'est-à-dire être prêt à évoluer et aussi. après à apprendre, c'est-à-dire que les critères de choix d'Hervé Vallier, c'est le savoir-être et la capacité à apprendre. Mm. D'accord? Mais il a embauché des bouchers et des boulangers récemment. Euh, un autre élément sur lequel je voudrais. Donc, il dit le CV, je m'en fiche complètement. Voilà. Il va chercher des savoir-être, des personnalités, des gens, ce qu'il porte. Un autre chose importante, parce qu'on va reparler de bureau d'études après, il avait un bureau d'études très français, Mm. c'est-à-dire les gens qui se considèrent comme le centre du monde. Euh, et au point d'être arrogant avec l'atelier, de les considérer comme sans Ouais, intérêt, ouais. comprenant rien, des bourricots, il les appelait. Les gens du bureau d'études appelaient les opérateurs des bourricots. Donc c'était insupportable quand une condition de travail. T'imagines les frictions en interne. On parlait de productivité et de bien-être, si tu veux. Quand tu commences à avoir des tensions comme ça fout en l'air la productivité de l'usine, quoi. Donc, en plus, ils n'étaient pas très brillants sur le plan de la conception des produits. Bon. Donc, il leur a mis le marché en main, il les a accompagnés pendant un an, il a essayé de les convaincre, etc. Au bout d'un an, rien n'avait changé, il les a virés. Et il a mis un jeune au lieu de 3 seniors. Entre parenthèses, il paye moins cher du coup son bureau C'est d'études. rentable? Et maintenant, le gars qui est aux manettes, bah, il travaille avec l'atelier. Ok. Voilà. Ils ont changé la culture un petit peu de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'il Voilà. y a Donc, un problème culturel. il y avait une inflammation Mm. au niveau du bureau, de la relation entre le bureau d'études et l'atelier. Il a fait sauter ça. Voilà. Je voulais donner cet exemple pour illustrer ce que c'est que l'agilité, comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour être beaucoup plus réactif et comment on regarde les hommes comme des potentiels avec des capacités à développer plus que comme une liste de diplômes. Mm. Et puis une histoire d'un bureau d'études bien français qu'il a fallu traiter.
Et si je traduis, c'est un petit peu ce que. D'ailleurs, je mettrai les références vers les articles, notamment l'article que tu avais rédigé pour résumer un peu l'ouvrage sur LinkedIn. C'est, Hmm. on doit faire un changement. Enfin, on a au départ une simple, simple problématique de rentabilité. Donc, on met un robot. Hmm. C'est pour ça qu'on crée des robots. Hein, c'est pour, pour que ça coûte moins cher. Du coup, ça explique pourquoi on n'a plus besoin d'aller en Chine. On peut faire ça en Isère. Hein, c'était en Isère. Ouais. Donc, on peut faire ça en Isère, mais on se rend compte derrière que ben, ça provoque un changement culturel aussi dans l'entreprise, parce qu'on est obligé de. Ben, on se rend compte à ce moment-là que les relations entre les deux services, la bureau d'études et l'atelier, sont Ouais. pas bonnes. Ça, c'est typiquement un problème culturel. Et on fait évoluer aussi des opérateurs qui potentiellement étaient destinés à être remerciés, quoi, si je comprends bien. Voilà, donc en fait, cet exemple est intéressant. Il y avait un opérateur sur une machine à commande numérique. Eh ben aujourd'hui, il y a un robot, une commande numérique et un opérateur qui programme et qui suit la cellule. Les gars, ils peuvent, parce qu'ils ont un système d'information bien foutu, ils peuvent surveiller depuis chez eux et dépanner un système qui plante. Ils ont une caméra qui monte la cellule et ils ont une interface numérique qui permet de piloter le jumeau numérique depuis chez eux. Donc, tu peux aller, tu peux avoir une alerte. Alors évidemment, ça doit se rémunérer, etc. Il faut regarder les conditions de travail derrière, bien sûr. Mais euh, on voit bien que ça change complètement. Donc, les cellules, elles tournent 24/7. Ouais, je comprends. Donc, on arrive finalement à ce modèle que tu proposes. L'agilité en toute seule, le lean ne suffira pas. Il faut de l'autonomie et de la responsabilité. Ouais, C'est ce qui a ouais, été fait. Et puis, ouais. évidemment, de la technologie, parce que c'est ce qui permet aussi d'être rentable. Voilà. C'est quand même le but. Alors, voilà, tout à fait. Alors, on a construit un petit modèle. On s'est rendu compte, en fait, on a un exemple qui est tout à fait frappant. Je donne un deuxième exemple très rapide. Je passerai moins de temps parce que, sur le deuxième exemple. Mais c'est SEW Usocom, qui est une Mm. boîte, qui est une filiale d'un groupe allemand, une boîte française, qui est dans les moteurs électriques au sens large, en particulier pour les usines, justement, pour les chaînes de production, tout ça. Et leur histoire est très intéressante. Ils ont commencé, enfin, c'est une boîte ancienne, mais en 89, ils ont Michel Mutzenhuter, le patron de l'époque, a été le premier disciple de Jean-François Zobrist. Ça dit peut-être quelque chose. Favi. C'est une des premières entreprises dites libérées. D'accord, ok. Ouais. Alors, c'est un modèle extrêmement plat où, en fait, le modèle Favi, tu as des mini-usines par produit qui intègrent toutes les fonctions support. Tu as un pilote de cette mini-usine qui est coopté par la base, et ensuite tu as le directeur d'usine, c'est tout. Tu n'as pas de pyramide hiérarchique Ouais, très, ok. très souple. Donc, ils ont pratiqué donc l'autonomie, parce que le modèle, c'est l'autonomie. Ils ont pratiqué l'autonomie pendant 10 ans, de 89 à 98. Ensuite, ils ont déployé le Lean. C'est le moment où le Lean est arrivé en Europe, le modèle de Toyota. Et ils ont tout de suite déployé le bon Lean. Ça n'a pas été le cas de tout le monde parce qu'ils ont déployé le Lean dans le respect de l'opérateur, en fait. Et pas le Lean chronomètre en ne pensant pas au travail des gens, quoi. Et puis ensuite, en 2008, 10 ans encore après, euh, il y a eu une première crise, comme tu sais. Ils ont perdu 20% de chiffre d'affaires. Ils ont décidé de constituer une équipe pour la mise au point des lignes de fabrication avec les meilleurs dans l'atelier. Plutôt que de licencier des gens, ils ont regroupé Bon. les meilleurs. Ils les ont mis avec les gens du Lean. Et, euh, on reparlera certainement de ce modèle qu'ils ont déployé. Euh, En fait, donc, on voit, et alors ce qui est intéressant, donc c'est autonomie, lean, technologie, dans cet ordre. L'autonomie permet de déployer le bon lean, et le couple autonomie-technologie, autonomie lean, permet de s'approprier au mieux les technologies. L'autonomie, bonne appropriation, puisque les gars sont associés, et le lean, parce qu'on ne numérise pas les gaspillages, donc on fait du lean d'abord avant de digitaliser. Voilà. Donc, il y a, c'est la confiance qui conforte ce modèle, donc on appelle ça le modèle CALT. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux boîtes qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire qui ont commencé par le Lean, c'est Lippi et Michelin, et en fait, ils se sont aperçus au bout de quelques années que la progression de l'entreprise, que le dynamisme, la productivité s'essoufflait, et ils ont remis une couche d'autonomie en D'accord. sous-bassement du Lean.
Voilà. Donc Donc, l'autonomie, c'est vraiment la fondation, les fondations un petit peu de ce type de transformation. l'autonomie, ça veut dire simplement. Alors, c'est un truc important. Il y a deux raisons pour lesquelles l'autonomie est un levier extrêmement puissant. D'abord, les décisions. D'abord, c'est les gens qui sont au plus près du terrain qui savent le mieux leur métier et la façon de travailler. Ouais. C'est donc l'anti-taylorisme. Hein. C'est celui qui fait qui sait. C'est la maxime du Lean d'ailleurs. Et la deuxième raison, donc il faut absolument donc que les gars, l'autonomie permet de déployer justement la connaissance des opérateurs sur leur métier. Et la deuxième chose, c'est quand une décision est prise en autonomie, elle est mieux appliquée. Si c'est toi qui as décidé, Hmm. c'est vachement mieux appliqué que quand c'est le chef qui te dit de faire. Voilà, c'est ultra simple, hein, mais voilà. Donc l'autonomie, c'est un Ceux qui ont espèce bossé de. dans une usine un jour doivent entendre quelque chose là. Pourquoi j'insiste sur l'autonomie? C'est parce qu'on a une culture en France qui ne va pas dans ce sens. Hmm. Une culture qui est très hiérarchique, très taylorienne, une société de statut avec des. Voilà. Et en fait, et puis on est tout à fait dans. Il y a ceux qui savent, les polytechniciens, et ceux qui font, les mecs qui sont aux manettes. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Et à ton avis, ça, c'est quelque chose, donc, d'après ce que tu me dis, là, qui est très français. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de connaître les autres industries, mais j'ai Ouais. l'impression, c'est vrai qu'on a. Et c'est spécifique à l'industrie. Mais tout ça vient, cette. Ben, en fait, alors, je pense que ça vient de très loin. Ça vient, je pense qu'il y a une partie, enfin, on est très cartésien. Le modèle cartésien, le modèle idéaliste rationaliste. Si je fais un peu de choses pompeuses, idéaliste rationaliste, c'est justement la séparation entre ceux qui savent et ceux qui font. Ouais, donc, c'est la Donc, citation de Taylor que tu me citais en préparation. Descartes, comment dirais-je, ça peut être un inspirateur de Taylor, c'est-à-dire que il y a ceux qui savent, il y a ceux qui pensent et ceux qui font. Ouais. C'est et c'est au point que la philosophie qui est les pragmatistes américains, on les connaît pas en France. Il y a toute une génération de philosophes qui sont exactement à l'inverse, c'est-à-dire qui considèrent que c'est en faisant qu'on réfléchit en faisant Ouais. finalement et on applique sa connaissance en faisant. Et cette école pragmatiste américaine, elle est inconnue. Il y a une vidéo passionnante de Philippe Lorino là-dessus. OK. Donc, on part de la base, on doit autonomiser, je ne sais pas si ça se dit, on doit rendre un peu Oui, plus autonome les gens. Et j'ai lu quelque part, et ça a fait tilt parce que ça a un lien très fort avec le marketing finalement. Les clients, les collaborateurs, finalement, ce ne sont pas de simples ouvriers à qui on va demander de faire des tâches sans trop réfléchir, contrairement à ce que voulait Taylor, mais ce sont de vrais clients, c'est-à-dire que en plus de soigner ses clients, on va soigner ses collaborateurs peut-être même avant de soigner les clients, comme on soigne nos clients. oui, oui. Je voudrais citer Taylor quand même, hein, une citation Je t'en fameuse de déperds Taylor. depuis tout à l'heure pour que tu la cites, mais elle n'est pas encore sortie. Voilà, c'est dans Frédéric Taylor écrivait en 1912, toute forme de travail cérébral devait être éliminée de l'atelier et recentrée au sein du département conception et planification. Ouais. Laissez vos cerveaux au vestiaire. Ouais, donc le bureau d'études de tout à l'heure avait bien compris ça. Il était du bon côté de la. Voilà. Donc on a changé un peu de monde et avec une classe d'âge qui est à 80 ou 90% maintenant au niveau du bac, euh, si on leur dit laissez votre cerveau au vestiaire, les gars, ils vont faire autre chose. Hein. Ils vont dans une start-up du numérique, mais l'industrie, pas question. Donc, il y a un enjeu énorme, et on y reviendra, d'attractivité derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est plus possible de raisonner et finalement d'avoir cette attitude. Hmm. Mais ça me rappelle un souvenir. Quand j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de travailler dans une usine, justement, dans de la mécanique qui faisait du décolletage. Et j'avais fait un crime majeur sur mon poste de travail. J'étais allé chercher une chaise. J'étais allé chercher une chaise, en fait. Et si tu veux, ce que ça avait provoqué en interne, c'est que, parce qu'on était debout à surveiller les machines, justement, c'était de la commande numérique, on n'avait aucune valeur ajoutée, tu programmais le truc, tu appuyais sur un bouton et tu attendais que ça bug, tu enlevais les pièces, enfin voilà, c'était un boulot assez basique. Je suis allé chercher une chaise, qui pour moi était quelque chose au lieu de rester debout toute la journée.
Et ça avait fait un bazar complet dans l'atelier où pas mal de gens étaient allés se plaindre parce que j'étais assis, parce que le petit nouveau était assis. Et on était, et quand j'avais discuté avec le boss à l'époque de cette entreprise, c'était une entreprise familiale, petite PME, en Haute-Savoie, pour ceux qui connaissent le décolletage. Et le gars m'avait dit, tu n'es pas là pour réfléchir. Il n'y a pas de chaise sur le poste de travail. Tu n'es pas là pour réfléchir. Parce que moi, j'étais étudiant, donc je m'étais cru plus malin que les autres parce que j'avais un bac, justement. Et c'est exactement ça, quoi. On disait aux gars, vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous faites ce qu'on vous Oh, dit. mais le problème, c'est qu'on dit toujours, bah, tu viens de le citer, c'est-à-dire que Taylor est toujours présent en France. C'est Euh, OK. Donc, on essaye de soigner, donc on essaie de changer le modèle finalement. On n'est plus dans un modèle où on demande aux gens de ne pas réfléchir. Au contraire, on va les rendre plus autonomes, les autonomiser, on va les aider et- pour ça. ouais. Oui, et du coup, ils vont commencer à prendre des initiatives. En Mm. fait, il y a des trésors de productivité et d'ingéniosité qui sortent, quoi. Quand on leur disait de pas réfléchir, les gars, bah, ils réfléchissaient pas, hein. Mm. Et à partir du moment où on leur dit c'est vous qui savez, faites-nous part de vos propositions d'amélioration, on vous associe au choix des outils numériques, on vous associe, on en reparlera tout à l'heure, au choix des outils numériques, on va les choisir avec vous, on va regarder si ça vous convient, etc. On change de musique. Voilà. Alors, si je suis dirigeant d'une PME industrielle, alors je ne vais pas forcément parler des grands groupes parce que je pense qu'ils sont bien accompagnés pour ça. Imaginons que je sois un dirigeant d'une petite PME qui a des ambitions, qui veuille un peu passer à cette usine du futur dont tout le monde nous parle. C'est quoi, du coup, un petit peu la façon de procéder? Quel conseil tu donnes? Là, tu as donné un très bel exemple avec cette PME iséroise, mais par quoi commencer, en fait? Alors, par quoi commencer? D'abord, ne pas rester seul. Le problème du dirigeant de PME, d'une façon générale, c'est qu'il est isolé. Qu'il est isolé d'abord et qu'il a la tête dans le guidon. Euh, alors, ça, c'est une chose très importante à intégrer aussi. Tant que le dirigeant de la PME a la tête dans le guidon, il ne peut pas la lever. Donc, il fait tout. Et souvent, il a la tête dans le guidon parce qu'il ne donne pas suffisamment d'autonomie aussi à ses gars, à ses collègues, à ses C'est collaborateurs. exactement ce que j'allais te dire. Autrement dit, la première chose à faire, quasiment, commencer à déléguer. Mm. D'accord. C'est-à-dire, je ne fais plus tout. Toi, tu t'occupes des finances. Dans certaines PME, le patron fait quasiment C'est tout. tout, ouais. Ouais, ouais, Enfin, ouais. ou bon. Et donc, premièrement, arriver à lever la tête du guidon et ensuite se faire accompagner. Alors pour ça, il y a pas besoin d'énormément d'argent. Il y a des tas de programmes régionaux. Moi, j'en ai piloté un, mais il y en a partout dans toutes les Oui, régions ben, françaises. Il y a un programme. Et il faut taper à la porte de la région, de l'agence de développement industriel local ou de la CCI ou etc. et demander s'il y a un programme qui peut accompagner. En général, il y a un programme qui commence par un audit. On vient regarder chez vous comment dans la boîte Et justement là à la justement, fois. ces programmes, est-ce qu'ils ne sont pas justement un peu trop orientés techno? Enfin, c'est le sentiment que j'ai, moi, de l'extérieur. Je ne les connais pas bien, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais j'avais ce sentiment que les programmes étaient très orientés sur Dans l'innovation. presque tous les programmes, c'est pour ça qu'il ne faut pas être désespéré. Dans presque tous les programmes régionaux aujourd'hui, il y a un volet management organisation. C'est-à-dire qu'il y a le volet excellence opérationnelle, derrière lequel il y a le lean, mais il y a aussi les nouveaux modèles collaboratifs, etc. Donc, dans presque tous les. Il y a aussi. Il n'y a pas que de la techno. Et donc, il faut aller taper à la porte. En plus, on vous aide financièrement, on vous Mm. paye l'audit, on vous. Voilà. Et après, une fois qu'on a cet audit initial, alors, il y a plein de dispositifs des conseils régionaux de l'aide à la formation, de l'aide au conseil, de l'aide à l'investissement, de l'aide à l'embauche. Et il faut aller taper dans ces dispositifs d'aide et pour se faire accompagner au mieux. Et il y a des gens qui vont vous dire, pour rentrer dans le détail après, il y a des gens qui vont analyser un peu quelle est la stratégie de la boîte où vous allez, quel est votre marché et quelle est la situation de l'outil industriel et de l'organisation, et qui vont vous dire, en discutant avec vous, voilà, il nous semble qu'un plan d'action, ça serait ça. C'est ce que donne l'audit initial pour un certain nombre de programmes régionaux, comme celui de Nouvelle-Aquitaine. Ok, il nous reste 5 petites minutes. J'aimerais quand même que tu parles du design du travail. Qu'est-ce que Ouais. c'est que cette bête-là? Ouais, alors le design du travail, finalement, c'est, pour le résumer, c'est prendre en compte enfin
l'opérateur dans la définition de son propre travail. Donc, revenons sur Taylor, dont on a déjà pas mal parlé. C'est le bureau d'études et les méthodes dans le système taylorien classique, avec la maintenance, qui définissent le travail des opérateurs, éventuellement le chef aussi. Mais c'est encore très rare que l'opérateur soit étroitement associé à la définition de son propre travail. Or, l'opérateur, je te rappelle, c'est celui qui fait qui sait. Il sait des tas de choses sur son métier. Alors, comment est-ce qu'on peut définir son propre travail sans l'associer à cette définition? Donc, il y a un problème. Donc, l'idée du design du travail, c'est ça. C'est de considérer, au fond, pourquoi j'ai employé le mot design. C'est pas pour faire joli et parce qu'on met le mot design à toutes les sauces. C'est parce que le cœur du design, c'est l'expérience utilisateur. C'est on fait un produit pour un client, on fait le travail pour un opérateur. Ok. Alors, on fait le travail aussi pour faire un produit qui va chez le client. Je ne dis pas que le client disparaît, pas du tout. Mais le travail que réalise l'opérateur, il doit être défini pour lui et avec lui. Voilà, c'est ça le design du travail. Et donc, le résultat, c'est des meilleurs produits, une meilleure qualité, de la productivité. Oui. Comment on mesure l'impact? Est-ce que ça a été mesuré aussi sur les entreprises que tu as rencontrées? Alors, c'est quand même assez nouveau. Non, ça n'a pas été réellement mesuré. Je voudrais donner un ou deux exemples concrets. Il y a SW Usocom, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont constitué des équipes avec les spécialistes du Lean et de la technologie. Et ces équipes, elles se baladent quand il y a une chaîne de fabrication à refaire. Elles vont dans les ateliers. Elles constituent une équipe avec les méthodes, avec les opérateurs, justement, etc. Une équipe transverse des spécialistes du Lean et de la techno. Ils ont une sorte de process pour. Voilà, ils ont tout un process. C'est en 3 jours. Et en 3 jours, ils démontent le processus, ils remontent le nouveau processus, ils font un modèle 2D en carton, puis 3D en carton de la nouvelle ligne. Et au bout de 3 jours, ils sont capables de déployer. Voilà. Alors, quelquefois. Des mois et des mois, si je fais faire ça par des sachants dans leur bureau, quoi. Ils sont capables de déployer immédiatement si c'est des modifications simples. Si c'est des modifications qui demandent des constructions, des investissements technologiques, etc., bien sûr, ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est autour du numérique. Il y a de plus en plus de systèmes numériques et les systèmes numériques, c'est la meilleure ou la pire des choses. C'est-à-dire ça peut cadrer complètement l'opérateur. Tu peux mettre l'opérateur dans un process numérique taylorien, d'accord? Où le gars, tu lui dis, avec ses lunettes de réalité augmentée, mets la vis là, serre avec telle coupe, puis après fais telle opération, etc. Alors ça va bien pour l'intérimaire qui débarque, mais pour le mec qui est là depuis 3 mois, il en a ras-le-bol. Ouais. Donc, en fait, le numérique, on peut tout à fait imaginer, et il y a une boîte qui s'appelle Renault Trucks, qui est dans le groupe Volvo, qui déploie ce genre d'attitude et de développement. Il s'agit d'adapter, de faire un système qui est évolutif en fonction de l'évolution des compétences des opérateurs. Voilà, on peut penser aussi à l'intelligence artificielle, qui peut être, c'est pareil, la meilleure ou la pire des choses. Si l'intelligence artificielle a le potentiel, avec une base de données, etc., de mesurer l'évolution des compétences de l'opérateur et donc d'ajuster le programme. Ouais. Et on peut finalement imaginer même, alors je rêve un peu, mais c'est pas grave, c'est Jean-Louis Fréchin qui a, dans son bouquin Le design des choses, qui développe cette idée pour le design des objets numériques. Plutôt que d'un processus rigide et linéaire, on a dit je donne une séquence d'opérations numériques à un opérateur rigide et linéaire. Et on peut déjà assouplir ce processus linéaire, ce que je disais à l'instant, ou bien tu peux imaginer de rentrer dans une scénographie en 3D, où en fait tu permets à l'opérateur d'ouvrir des portes en fonction de l'évolution de ses compétences. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller ouvrir telle fonction, telle option, voilà. Et bon, on imagine bien que un univers numérique 3D, qui s'adapte à l'opérateur, c'est du point de vue de l'attractivité des jeunes, c'est quand même un plus. Un plus intéressant. Ouais. C'est clair. François, c'est passionnant. J'aimerais bien te garder encore quelques heures pour discuter de tout ça, mais je pense qu'on pourrait ne jamais s'arrêter.
Merci beaucoup. S'il y avait 2 ou 3 choses qu'on devrait retenir de notre entretien, ça serait quoi? Il n'y a pas d'usine sans homme. Ouais. Même si bien sûr il y aura moins de postes, il y a certains postes qui vont être remplacés bien sûr, hein. Il n'y a pas d'usine sans hommes et il n'y a pas de déploiement technologique qui marche sans que les hommes soient impliqués sérieusement dedans. Eh ben, c'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup, François. Est-ce que tu peux juste, je vais te laisser citer un peu les références. L'ouvrage s'appelle? Organisation et compétences dans l'usine du futur vers un design du travail. C'est publié aux Presses des Mines. Aux Presses des Mines. Il est téléchargeable, si je ne dis pas de bêtises, Oui, gratuitement, parce que je l'ai il lu est. gratuitement. Oui. Ouais. Mhm. Et on peut acheter un format un peu plus haut de gamme, broché, si on veut avoir un beau bouquin aussi dans la Ouais, on bibliothèque. le trouve, le lien téléchargeable, il est sur le site de la Fabrique de l'Industrie. Ouais, je vais mettre toutes les références sur le résumé de cet épisode-là sur le site. Merci à tous, Industrial Nation. Vous pouvez évidemment vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Vous nous retrouvez aussi sur vidéo.agencemille.com où on a la retranscription au site de cet échange avec François aujourd'hui. Merci à tous, à bientôt.